à toutes et à tous. Jeudi 3 mars, nous sommes quasi à la fin du congé des carnavals et nous nous retrouvons, vous avez évidemment deviné où, vous avez retrouvé et reconnu l'endroit. Petite visite chez Casterman pour BD Best afin de tourner une nouvelle capsule de Derrière le masque avec une première BD pour l'un des deux auteurs, le dessinateur, car la scénariste, nous la connaissons, nous l'avons déjà rencontrée dans un univers bien particulier qui est désormais bien le sien également. D'ici quelques instants, nous aurons l'immense plaisir de recevoir une idée, non, pourtant c'est une première BD, on en parle déjà énormément sur les réseaux et les critiques sont plus que positives, elle sortait aujourd'hui. J'ai donc l'immense plaisir de pouvoir rencontrer pour la toute première fois, pour sa première BD, Génolab, qui a comme scénariste Valérie. Bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour. Nous avons donc toutes les précautions, les distances et tout, et donc nous pouvons retirer nos masques sans aucun problème, ce sera peut-être plus facile. Alors, en général, j'ai toujours l'habitude, mais Valérie, tu le sais, puisque tu as déjà eu la grande chance de pouvoir être interviewée, ou nous avons plutôt eu la grande chance de pouvoir t'interviewer. Ma première question est toujours assez traditionnelle, en 3 mots. Alors, en 3 mots, qui est donc ton nouveau dessinateur ? En 3 mots. Un beau gosse. 3 mots. Voilà. C'est vrai, un beau gosse, c'est vrai. Un excellent dessinateur, un excellent camarade, un collaborateur exigeant et attentif. Bref, il est parfait, quoi. Voilà, en 3 mots, il est parfait. Il est parfait. D'accord. Génolab, comment pourrais-tu définir Valérie en 3 mots ? Fais mieux que ça. Pense à Denis aussi, fais attention. Je dirais, elle l'est plus. Elle l'est plus. Ouais. Alors, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle série. Qui a eu l'idée, Valérie ? C'est toi ou bien c'est Génolab qui a eu l'idée ? J'ai eu l'idée juste après l'élection du président Macron, il y a 5 ans. Et l'idée me tournait en tête et je ne la mettais pas encore par écrit. Et je suis tombée sur Pandora, la revue éditée par Casterman, où Génolab avait fait une histoire courte. Oui, dans le 2e numéro, je pense. C'était 2e ou 3e, oui, c'est ça. Deuxième. C'est le 2e. Hein. Et en voyant ce dessin, je me suis dit, voilà, c'est le dessin qu'il faut à cette histoire de système qui dévie, qui dérape. Et donc je lui en ai parlé, je lui ai décrit rapidement mon idée, ça lui a plu aussi. Donc je suis passée à l'écriture. Je lui ai envoyé mon synopsis, il a confirmé son intérêt. Donc voilà, nous nous sommes lancés, comme ça. Vous êtes lancé. L'écriture de ce scénario, la durée, combien de temps ? C'est venu tout de suite, facilement ? C'est venu assez facilement, mais ça a beaucoup évolué parce que Génolab a mis 4 ans à le dessiner. Et moi-même, il a incarné les personnages, il a incarné la ville, il a incarné nos idées finalement. Et ça a quand même un peu modifié la manière dont moi-même je le voyais. Donc j'ai changé pas mal de dialogues, de façon dont les personnages parlaient, certaines idées qui sont venues aussi. Il y a la pandémie par exemple qui est venue tout troubler alors que évidemment je ne pensais pas en parler dans l'album. Donc j'ai fait plusieurs allusions suite à ça. Donc à la fois l'actualité et puis le travail de Génolab m'ont influencé. Donc finalement je ne peux pas dire que j'ai mis 4 ans à écrire mon album autant que Génolab a mis à le dessiner. Mais je l'ai modifié quand même malgré tout au long de son travail. Donc ça a vraiment été un travail côte à côte au long cours. Au long cours. Génolab, pendant 4 ans justement, tu t'es un peu adapté en fonction des souhaits de Valérie ou bien tu as continué dans la ligne que tu avais décidée dès le départ ? Non, je continue dans la ligne. Après, si mon dessin évolue, c'est peut-être parce qu'à force de dessiner, on progresse forcément. Et je pense que ça vient de là. Mais dès le début, on avait une vision assez claire de ce à quoi allait ressembler l'album dans la direction artistique, vu qu'on avait créé certains décors pendant pour le dossier d'envoi. On avait envoyé un dossier à Casterman. On avait bien sûr créé déjà les personnages et on avait 2-3 on va dire images clés, par exemple un décor de Paris, le décor de la crypte par exemple. Donc très vite je savais où on allait. Puis après je pense que c'est avec le temps, ça s'est sûrement affiné, j'imagine. Tout à fait. Et d'ailleurs à ce niveau-là, on voit quand même certaines de tes influences, manga. Oui. Comment pourrais-tu caractériser ton dessin et ton trait aujourd'hui ? Moi, je dirais que... Alors, je vais reprendre ce qu'avait dit un des clients avec qui j'ai bossé il n'y a pas longtemps, qui m'a dit que j'étais l'hybridation parfaite entre le dessin occidental et l'influence japonaise. Ça m'a plu, donc je dirais, moi je prends. Mais bon, plus sérieusement, on va dire que
je suis beaucoup inspiré de l'animation japonaise et des mangas. J'ai découvert la bande dessinée avec ça. Je vais dire, j'aime bien me définir comme faisant partie de la génération Club Dorothée, donc tous les mangas qui sont arrivés en France à ce niveau-là. Forcément, c'est eu un gros impact. Et puis, après, d'autres sphères artistiques, comme le jeu vidéo, dans le concept art, c'est des choses qui ont aussi pas mal eu d'influence sur mon travail. Après, j'essaie toujours de rester, de garder en tête ce que doit être pour moi un dessin de bande dessinée, c'est-à-dire quelque chose de narratif, de clair, de lisible, de fluide. Et après, voilà, la difficulté, c'est d'arriver à y apporter toute la richesse de toutes les influences que j'ai autour de moi, en essayant de rester fidèle à ça. Voilà, c'est de la clarté, de la narration et un dessin au service d'un scénario. Ouais. Du franco-belge manganisé, ça pourrait aller? Je sais pas. Après, j'aime pas l'idée non plus de mettre un dessin dans une case. Le franco-belge, pour moi, c'est tellement varié maintenant que je sais même plus ce que ça veut dire. Même les influences manga, les influences comics, les influences européennes. J'ai du mal maintenant à voir un dessin qui soit vraiment 100%. En tout cas, je fais aussi référence à des artistes de ma génération avec qui je traîne beaucoup sur Internet ou dans la vie en dehors d'Internet. Et il y a tellement d'influences qui elles-mêmes viennent d'influences qui sont aussi hybrides qu'à la fin, j'aurais du mal à définir peut-être plus formellement. Je dirais que j'ai un dessin semi-réaliste avec des influences très lointaines japonaises. Voilà, mais après du franco-belge mangaisé, bon, oui, pourquoi pas, mais je pense que c'est peut-être plus complexe que ça, mais oui, on pourrait. Alors, la question tarte à la crème qu'on va te poser 150 000 fois, puisque quel effet ça fait d'avoir sa première BD en main? En fait, je réalise pas encore, vraiment, parce que je pense que c'est une fois que je verrai les gens la lire, les gens les tenir dans les mains, quand je verrai peut-être des retours sur Internet, des critiques, c'est peut-être là que je vais me dire, ah, ça y est, ça existe maintenant. Parce que en fait, quand on fait un album de bande dessinée, on a le temps de digérer la sortie et le moment où on va recevoir le livre, le moment où on va avoir les premiers retours d'impression. Tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment accompagné, ce qui fait qu'on n'a pas du jour au lendemain quelque chose qui est très différent. Donc c'est pour ça que quand je dis que je ne réalise pas encore, c'est que pour moi, j'ai digéré que l'album est terminé, est sorti. Je suis très content et très fier de ce qu'on a fait et j'ai vraiment hâte que les gens le lisent parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est le retour. Mais voilà, je pense que si l'album a un immense succès, c'est là où ça va me tomber sur les épaules et je vais me dire ok, bon, là il y a un truc réel qui est en train de se passer. Et sinon, je le vis bien, je suis très content et j'ai hâte de voir la vie de l'album. Voilà. Tout à l'heure, tu vas avoir une séance de dédicace. Première confrontation avec tes lecteurs. Alors non. Ah. Techniquement non, parce que j'ai eu l'occasion de terminer la couleur de l'album sur Twitch, parce que je diffuse en direct depuis maintenant plus d'1 an la création de mon travail, dont cette BD, dont Error System. Et ce qui fait que pendant quasiment 1 an, il y a toute une communauté de gens, d'artistes ou de gens qui sont intéressés par l'art qui ont découvert le travail, avec qui j'ai pu parler du sujet, j'ai pu leur présenter l'histoire, le personnage, et ce qui fait que j'ai eu un retour quasiment quotidien de ces personnes-là qui toujours étaient très enthousiastes. Et donc ces gens n'ont pas encore lu l'album, mais j'ai déjà un retour des fois même très précis et très exigeant, parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes dans le tas. Donc ouais, je sais que ça... J'ai déjà eu un premier retour qui était encourageant. Mais j'appréhende toujours, voilà, rien n'est fait, on verra bien. Et en tout cas, oui, pour la séance de dédicace de tout à l'heure, il y a la pression quand même. Parce que, en fait, d'ailleurs, tu remercies toute une série de gens, notamment tous ceux qui t'ont suivi sur. Oui. Donc voilà. Oui. Comment travaille-t-on avec Valérie? Elle est souvent derrière toi à observer le dessin, à te donner des conseils. Parce qu'elle a travaillé avec quand même pas mal de dessinateurs de genres différents et tout. Elle est très directive ou bien elle t'a laissé beaucoup de liberté? Pareil, je vais reciter quelque chose que j'ai écrit justement, qui est sous les yeux. C'est que moi j'étais on a toujours l'appréhension quand on fait un premier album. Je pense que c'est une expérience qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Et je me suis toujours dit, le jour où je mets un pied dans la BD, ça va prendre quelle forme? Est-ce que ce sera un projet perso? Est-ce que ce sera en collaboration avec quelqu'un? Et si oui, quelle forme ça va prendre? Et moi, j'estime que j'ai eu une immense chance de tomber sur Valérie, parce que
autant humainement que artistiquement, ça a été quelqu'un d'épanouissant pour moi et toujours bienveillant, toujours à l'écoute, toujours très... qui me permettait beaucoup de liberté dans la création, ce qui fait qu'à aucun moment j'ai eu l'impression d'être dirigé, j'ai l'impression d'être accompagné. J'ai vraiment vu ça comme une collaboration très fusionnelle et pas comme je suis scénariste, tu dessines, voilà, chacun fait son taf. Non, au contraire, c'était très bien. Enfin, pour moi, c'était la meilleure expérience que j'aurais pu avoir et j'en suis très content et à refaire, je ne changerai rien. Voilà. Et donc il y aura un tome 2 alors? Surprise. On ne sait pas. Sincèrement, Anastasia. Vous avez vu l'album, vous avez vu qu'on aime beaucoup faire des retournements et des surprises. Oui, bon, on n'est pas au bout de vos surprises. Sans vouloir gâcher la fin, sincèrement, on reste sur notre fin à nous. Oui, la fin est ouverte assez volontairement, justement, pour que le lecteur puisse imaginer un peu ce qu'il veut. Est-ce que ça se termine bien ou mal, finalement? Bon, je vous laisserai découvrir. Mais on a des projets personnels tous les deux, chacun de notre côté pour l'instant, donc on ne sait pas encore, en fait, si on va retravailler ensemble ou pas. Enfin, j'ai beaucoup apprécié aussi l'expérience avec Genolab, donc... un jour ou l'autre, je pense qu'on refera quelque chose ensemble, mais est-ce que ce sera une suite ou pas, ou autre chose, on ne sait pas encore. Je crois que tu as aussi beaucoup de projets personnels qui serait temps que tu mettes en œuvre. Donc. Mais oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous me demandez, est-ce que vous êtes certain est-ce que je suis certain que je ne retravaillerai plus avec Valérie? Non. Enfin, l'expérience avec Valérie a tellement été bien. Vous savez, souvent, dans un projet, pour moi, la richesse d'une expérience sur un projet, c'est pas simplement ce qu'on crée, ce qu'on produit, c'est aussi les conditions dans lesquelles on a fait. Et je réinsiste encore une fois, les conditions de travail avec Valérie, pour moi, ça a vraiment été épanouissant. Quand on est 4 ans à bosser seul, souvent sur un album, avoir quelqu'un avec soi qui nous accompagne comme ça fait vraiment du bien. Et rien que pour ça, j'aurais envie de retenter, rien que pour ça, parce que c'était génial. Donc à partir de là, tout est possible. Bon, Valérie, scénario du 2, où en es-tu? Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de prévu. Après, voilà. Le futur est ouvert encore, heureusement. Bon, il est vrai que tu es sur énormément de projets différents. On s'était rencontrés dans le cadre d'Alix. Oui. On a parfois tendance à se dire, finalement, c'est un Alix, un autre chose, un Alix, un autre chose. Tu as besoin de projets pareils pour pouvoir t'aérer de l'univers d'Alix? Oui, tout à fait. Alix, c'est vrai que maintenant je travaille à la fois sur Alix, la série classique, je dirais, le jeune Alix, et la série Alix Senator. Oui, d'ailleurs, on va bientôt se rencontrer pour on se voit tout le temps, suivant. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps, qui, à la fois parce que ça demande beaucoup de recherche documentaire en plus du scénario. J'ai une relation aussi très intense avec Thierry Desmarais, par exemple, avec qui je travaille depuis très longtemps, donc qui est vraiment un vieux camarade, un vieil ami même. Maintenant, avec Chris Millien, ça a aussi très bien commencé, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois émotionnellement et je veux dire pratiquement prend beaucoup de temps et demande beaucoup d'intensité et d'implication de ma part. Et c'est vrai que je pourrais très vite m'en lasser et m'en fatiguer, ce qui serait extrêmement dommage. Je crois que si je veux garder un peu de fraîcheur sur mes scénarios, il faut aussi que je passe à des choses totalement différentes, que je rencontre d'autres personnes, que je sois dans des univers totalement différents. C'est absolument indispensable, quoi. Alors tu as parfois souvent tendance justement dans tes univers autres en dehors d'Alix de faire des romans légèrement science-fiction. Est-on vraiment dans la science-fiction, dans celui-ci, dans l'anticipation? Ou bien est-ce simplement déjà une vision uchronique du monde d'aujourd'hui et de demain très proche? Eh bien, au moment où je l'ai écrit, il y a 4 ans, pour moi c'était de la science-fiction. C'était des choses qui nous attendraient peut-être, mais dans un futur lointain. Au moins à 20 ans, si ce n'est plus, et je vois avec une certaine peur, une certaine appréhension, que finalement tout allait beaucoup plus vite que je ne le pensais, et qu'effectivement une partie des choses que je prévoyais entre guillemets à l'époque sont déjà là, oui. Où on en est tout proche. Même les implants, on est à 2 doigts de pouvoir en avoir. Parce qu'on oui, c'est Elon Musk qui les teste actuellement sur des porcs. Donc bientôt sur l'humain, et le reste c'est pareil, on voit que les drones existent maintenant, les voitures automatiques, on en est là. Beaucoup de choses dont je parle dans l'album finalement sont devenues réalité. La France sécuritaire aussi, par exemple, pour ne pas en parler au point de vue politique. La Belgique, terre de liberté, pays idéal aussi, bien sûr. Voilà, on arrive un peu à ça. Je ne le dis même pas. Mais tu as apporté un certain mur des États-Unis aussi. Les États-Unis, voilà, le mur de Trump. Je l'imagine en tant que frontière entre la... Alors pour être franc, au moment où je l'avais pensé, c'était pas encore Trump. Pour moi, c'était le limes gallo-romain. Vous savez qu'entre l'Empire romain, on retourne sur l'Empire romain, voilà. Entre l'Empire romain et les barbares, les Romains avaient établi un mur qui n'a servi à rien, comme on le sait, parce que finalement les barbares sont arrivés... de l'autre côté. Les Germains, en tout cas, sont arrivés de l'autre côté. Et donc j'avais un peu transposé ça en un mur. Et j'ai eu, à ma grande surprise, Trump a décidé de faire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Donc à chaque fois, on est rattrapé par des choses comme ça qui nous reviennent. C'est très surprenant parfois. Quand on lit attentivement parce que quand on réussit à échapper
à l'admiration qu'on a pour le dessin et à l'attrait qu'on a pour le dessin et qu'on s'arrête. Il y a énormément de dialogue, il y a énormément de contenu, de messages à l'intérieur. On a l'impression d'avoir aussi un petit mélange entre du Matrix 1984 et le film Le Clone avec Bruce Willis. Comment fais-tu pour assimiler tout ça et pour pouvoir développer tout cela en un scénario qui est très cohérent? Vil flatteur. Ça fait très plaisir de vous l'entendre dire. Après, je ne sais pas trop quoi répondre. Je crois que j'essaie d'être très, très précise, très exigeante avec mon scénario. J'essaie de bien les travailler, de demander beaucoup d'avis autour de moi. Bon, évidemment, l'avis de Génolab en premier, puisque c'est le dessinateur. C'est le premier à tester la cohérence de l'intrigue. J'en parle aussi beaucoup avec Denis Bajram, évidemment, qui est mon mari, comme vous le savez peut-être. J'en parle évidemment avec mon éditrice Nathalie Van Campout. Donc en parlant avec beaucoup de gens, finalement je vois ce qui marche, ce qui fonctionne ou pas, si un dialogue fait mouche ou au contraire tombe totalement à plat. Pour la technologie, Denis a été d'un grand secours, parce que lui il est hyper connecté, il connaît très très bien toutes ces technologies-là. Donc c'est lui qui m'a confirmé que c'était possible, que c'était pas... On a beaucoup de choses dont on discute beaucoup en fait. Et même encore maintenant, après la lecture de l'album, on en rediscute, on en discute encore avec d'autres proches. Et on voit, oui, là, c'est surtout en se confrontant à d'autres qu'on arrive à progresser, je pense. Oui, Denis postait d'ailleurs aujourd'hui, mettait un post sur son Facebook en disant que malgré le fait qu'il avait effectivement suivi en regardant au-dessus de ton épaule et tout, à la relecture aujourd'hui, il découvrait encore plein de choses. Quelle est la réflexion que tu aimerais finalement que le lecteur ait à la lecture de ton album? J'aimerais surtout qu'il réfléchisse à notre situation. En fait, j'ai rien à lui dire, j'ai pas de solution à lui apporter ou de grandes révélations à lui faire, mais j'aimerais qu'il pense un peu au système dans lequel on vit justement et vers où ça peut nous mener. Alors évidemment, c'est la vision négative, la vision à éviter, mais on en est très très proche, comme on le voit souvent. Et si on pouvait se poser 5 minutes et réfléchir un peu à ce qu'on fait, là où on veut aller, là où on ne veut pas aller, ce serait déjà pas mal, je crois. Surtout que il y a des élections qui arrivent à peu près en France maintenant. Oui. Donc au moment de mettre le bulletin de vote dans l'urne, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Et ce serait peut-être temps, modestement, j'espère que le livre contribuera à ce que les gens se posent ces questions-là avant de voter et dans l'avenir. Il y a aussi tout un vocabulaire que vous avez inventé, que vous avez développé. Le jour où il y aura des implants, tu seras de quel côté? Je suis totalement anti-implant. Et toi, Génolab, tu seras de quel côté? Anti-implant aussi. Je veux dire, pourtant, dans le livre, elle dit on n'a rien à cacher, donc pourquoi refuser? C'est une phrase au départ où on reproche à Anastasia. C'est le grand argument que donnent les gens qui sont pour la transparence totale. En fait, on est des gens bien, donc on n'a rien à cacher. Je dis effectivement, mais même en n'ayant rien à cacher, on a tous des choses à cacher. Moi, à titre personnel, je n'ai pas envie que ma vie sexuelle, par exemple, soit exposée aux yeux de tous. On a tous une intimité, toutes des choses dont on ne veut pas parler, qu'on ne veut pas montrer, forcément. Mais au-delà de ça, je crois qu'on ne sait jamais quel système politique va finir par dominer dans notre pays. On est des démocraties pour l'instant, donc tout va bien. On voit qu'en Russie ou en Chine, ça peut très vite déraper. Et si un jour il y a un pouvoir extrêmement autoritaire comme ça, on n'a pas envie que ce pouvoir connaisse tout de nous, puisse nous retrouver à chaque instant et nous museler ainsi. Il ne peut plus y avoir d'opposition quasiment quand il y a une transparence totale. Pour qu'une opposition s'organise, pour que des associations, des syndicats ou des partis politiques alternatifs existent, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui ne soient pas contrôlées, qui sont incontrôlables justement. Quelle est la partie de l'album que tu as le plus adorée, préférée dans la partie du scénario? Je ne sais pas. Du scénario, je vais le feuilleter devant vous parce que j'ai beaucoup aimé la scène, par exemple, entre Anastasia et la maman du premier terroriste. Parce que je trouvais que c'était important de montrer aux lecteurs finalement que ces gens sont des humains avant tout en fait. Que même si c'est quelqu'un qui se fait exploser, qui commet un acte terrible, horrible et qu'on a envie de condamner à tout jamais, dont on ne peut penser que du mal, finalement c'est aussi un humain avec une mère, avec des sentiments, avec une vie qu'il a peut-être ratée, même s'il y a des aspects réussis. Et que finalement, il ne faut pas l'oublier, quoi. Alors, c'est pas une excuse, mais souvent, quand on parle des terroristes et de leurs proches, on a l'impression que ce sont des monstres et on oublie trop souvent qu'on continue à avoir des humains en face de nous, quoi. Et montrer Anastasia en empathie avec cette maman qui finalement a perdu son fils, elle aussi, qui souffre elle aussi, je trouvais ça un peu assez intéressant à montrer aux lecteurs. C'est un moyen de montrer la diversité aussi en France, qui est toujours quand on lit beaucoup de bandes dessinées, malheureusement, on a l'impression que tous les héros de bandes dessinées se ressemblent et qu'on voit un peu tout pareil. Et là, de montrer ces deux femmes face à face, la maman voilée et Anastasia un peu désolée en face d'elle, c'est un bon moyen de montrer cette mixité sociale aussi de manière positive, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Surtout avec Fama et JP qui regardent derrière le miroir, qui sont encore des personnages très différents, justement. Mais Génolab a très bien réussi à faire des personnages très différents les uns des autres, très expressifs et
est très intéressant. J'ai bien aimé aussi la visite d'Anastasia dans la cité François Hollande, où on rencontre des personnages hauts en couleur et on voit un peu l'impact. C'est des personnages qu'Anastasia voit en vrai finalement, mais dont on découvre après qu'ils se montrent sur les réseaux derrière des filtres. Et on voit que maintenant, l'importance qu'ont pris les filtres dans nos propres réseaux, où aucune influenceuse ne se montrerait sous son vrai visage, je pense, désormais sur les réseaux. Mais il y a vraiment beaucoup de séquences que j'ai beaucoup aimées. Il y a la visite au parc Kimiland aussi, que j'ai trouvé que Geneviève avait très bien réussi. Ça, c'était un sacré challenge. Mais justement, de ton côté, quelle est la partie que tu as préféré dessiner? En fait, j'ai pas de réponse parce que alors c'est une réponse très facile que je vais donner, mais toutes les scènes, j'ai vraiment aimé les dessiner parce que ce que j'aimais bien, c'est que si vous regardez bien, on a une trentaine de scènes dans l'histoire et on a une moyenne de 3 pages par scène, ce qui fait qu'il y a énormément de diversité. Et moi, en tant que dessinateur, j'ai pas eu le temps de me lasser d'un environnement ou d'une séquence parce que très vite on passe à une autre, et ça nous permet d'avoir beaucoup de fraîcheur dans ce qu'on dessine, ce qui fait qu'à chaque fois que j'avais une nouvelle scène, je me disais celle-là elle est bien, elle est encore mieux que la précédente, celle-là elle est bien, parce qu'on changeait et il y avait beaucoup de challenges aussi. Peut-être la satisfaction elle était un peu plus grande quand la difficulté elle était très élevée. Je pense par exemple à la scène de Kimiland, quand je lis le scénario, qu'on dit voilà, il y a un parc d'attractions qui explose, le dôme qui est en verre s'écroule et il y a une pluie de verre qui s'abat sur tous les habitants. Et ça en une case, je dis ok, bon. Et en fait, c'est tout en rose. Et ça, c'est l'idée d'arriver à faire ça, parce que je me dis bon, si on arrive à bien mettre ça en scène, on va avoir peut-être une scène assez forte et percutante. Donc voilà, il y a la satisfaction d'arriver à faire ce genre de scène, en espérant que ça ait l'impact, en tout cas qu'on veut dans l'album. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à côté de ça, on a aussi des scènes beaucoup plus intimistes, et c'est peut-être, je réfléchis en même temps que je réponds à votre question, mais les scènes intimistes, notamment entre Anastasia et Kevin, que j'ai trouvé vraiment touchantes. J'ai beaucoup aimé dessiner ces scènes-là, alors que c'est peut-être pas les plus spectaculaires, mais c'est là où il se passe des choses plus intimes et qui sont peut-être plus fortes. C'est des choses qui sont en filigrane dans l'album parce que c'est des oppositions d'idéologie, c'est des oppositions d'idées, de lecture du monde, de vision de ce qui se passe, et montrer ça montrer 2 personnages qui sont opposés dans leur vision du monde, mais en montrant leur proximité. Ça aussi, je trouve que c'est un truc important dans l'album, et ça montre que voilà, en se parlant, peut-être on peut arriver à trouver un terrain d'entente, même si bien sûr la réalité de l'histoire montre que c'est loin d'être aussi simple. Mais en tout cas, voilà, dessiner des scènes comme ça, c'est un challenge qui est intéressant. Les teintes de couleurs, c'est un plaisir pour toi d'avoir testé, parce qu'il y en a énormément des teintes de couleurs. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment agréable de dessiner cette histoire, parce que chaque scène étant dans un lieu différent, avec un moment de la journée différent, donc je pouvais vraiment m'amuser, explorer plein de choses en termes de contraste de lumière, de source de lumière d'ailleurs, et tout ça, ça participait à créer des ambiances différentes. Et bien sûr, quand j'ai créé le personnage d'Anastasia et de Kevin et de tous les autres, on les avait déjà créés avant de les mettre en scène. Et il y a il y a un peu de magie qui opère au moment où on les met en situation dans un lieu précis, avec une lumière précise. Il y a des teintes peut-être qui apparaissent là où c'était pas forcément prévu. Par exemple, je me souviens de cette scène-là très précisément parce que au début, le t-shirt d'Anastasia, par exemple, était foncé. Et je trouvais qu'il manquait un truc, je sais pas. Je me disais, ça marche, mais... Et puis j'ai passé le t-shirt en blanc, en enlevant toute la couleur, et là son teint de peau est beaucoup plus ressorti par contraste, et là le personnage ressort plus dans l'album, et les deux fonctionnent. Enfin voilà, c'est ce genre de petit accident, et on dit toujours le numérique ne permet pas d'accident, ça c'est propre et c'est le monopole du traditionnel. Je suis vraiment pas d'accord avec ça, parce que justement au contraire, le numérique permet d'explorer d'autres pistes d'accidents, et ça a été en tout cas un plaisir de faire ça sur tout l'album, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page, la toute dernière case de l'album qu'on ne spoilera pas évidemment. Non, justement c'est ça que... Et peut-être la première image que j'avais en tête, même avant que Valérie me montre le scénario, je me suis dit si ça doit finir sur un plan, ça doit être celui-là. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai fait ok, on est vraiment en phase avec Valérie, ça va être chouette à dessiner, j'avais déjà les couleurs, j'avais déjà la teinte, le plan, et voilà, ça c'était vraiment donc très très cool à dessiner. C'est pour ça dur de répondre simplement à cette question, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Malheureusement, comme on essaye toujours d'être un peu limité, on arrive déjà quasiment au bout de l'interview. Donc, en 3 mots, l'album, tu le résumerais comment? Une dystopie pas totalement pessimiste. Oui. Euh, Le meilleur album de 2022, c'est ça? non, je dirais l'empathie comme la clé de tous les problèmes. L'empathie comme la clé de tous les problèmes. Ben, voilà, un tout grand merci en tout cas de nous avoir consacré déjà quasiment une demi-heure. Hein. C'est passé drôlement vite. Il est bien clair que vous connaissez maintenant le principe. Je ne vous dis pas la suite. Moi, je sais ce que c'est. Je connais déjà la prochaine. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente fin de journée. Profitez bien du beau temps. Restez souriants. Profitez des autres. Et à très bientôt. Au revoir. Voilà. Alors, je signe pour quel prénom? Thierry. Alors, Thie2ry. Parfait. Non, on aurait encore bien posé d'autres questions. C'est Sans vraiment ça. pression, Oui. Un tout grand merci en tout cas. De rien, on se Ça a été vous plaît. vraiment un plaisir.